salue encore plus chaudement en cette veille de... Ça y est, les vacances arrivent, je crois bien. De vacances, je salue plus chaudement nos auditeurs, en les remerciant d'être fidèles, d'être au poste. Et puis, dans le même ballon, je retourne vers ma droite. Et puis, ma préférée, Daniel, ça va bien? Mais ravi de vous retrouver, toujours le même plaisir. Emmanuel. Bonjour Gérard, bonjour tout le monde, ravi d'être là encore une fois avec vous. Monsieur Marajo, que nous avons coincé encore une fois, coup sur coup. J'adore être retenu. Merci. Et puis, bon, Je veux dire que c'est ma préférée aussi. Je pense que Daniel, c'est notre préféré. Donc, Où est passé là? nous avons un petit jingle à nouveau pour nettoyer un petit peu ce qui vient d'être dit pour l'actualité. Alors, CNews, c'est une chaîne que vous devez certainement regarder parce que ça vous donne en continu les informations. CNews a été sanctionné pour climato-sceptisme et c'est vraiment une première. Bon, c'est pas énorme comme sanction, mais Daniel va nous expliquer l'importance sur le plan des principes que ça a. Oui, tout à fait. Alors, c'est une des émissions de CNews qui est passée en août 2023. C'est une émission qui s'appelait Punchline été. Et lors de cette émission, il y avait plusieurs personnes, comme d'habitude, sur CNews. Et il y a un économiste qui s'appelle Erlin et il a pris le plateau pour lui tout seul. Et puis, il a considéré qu'il n'y avait aucune preuve scientifique de ce que l'activité humaine était responsable de l'émission de CO2 et responsable du réchauffement climatique. Allant jusqu'à dire que c'était une invention, que c'était même un complot, et que c'était voulu pour pouvoir, intervenir dans la vie des gens. Et alors, c'est pas tant le fait qu'il ait dit ça pour lequel CNews a été condamné, c'est le fait qu'il a eu un boulevard et que personne, à aucun moment, ne lui a apporté la contradiction. Personne de la chaîne. Personne de la chaîne, personne sur le plateau. Et l'ARCOM, qui est l'autorité de régulation actuelle, a indiqué que CNews, en tant que chaîne, a le devoir de faire en sorte que sur ces chaînes, il y ait de la contradiction qui s'opère et qu'une personne ne puisse pas développer une thèse toute seule pendant un temps illimité sans qu'on ne lui dise quoi que ce soit. Et c'est ce principe-là, c'est ce principe d'une opinion doit faire l'objet de débats. Ça me paraît important dans une démocratie que sur les médias, il y ait effectivement cette notion de débat avec des échanges. Alors, ce n'est pas la première fois que CNews est condamné par l'ARCOM. Alors, on peut se demander si ça aurait une répercussion sur l'attribution des chaînes de la TNT, mais on en doute. Mais enfin, on verra. Qui est en cours. Mais je dis, on verra, parce qu'il y a quand même beaucoup de condamnations. Mais il faut saluer. Il faut saluer le fait que quand même, quelque part, ça sert qu'il y ait un gendarme. Alors, certains vont considérer que c'est une atteinte à la liberté de la presse. Mais encore une fois, rappelons que ce n'est pas le fait de dire une opinion, c'est le fait que cette opinion ne puisse pas faire l'objet d'un débat. Et puis aussi que d'aucuns suggèrent que c'est une façon de donner la primauté à un consensus scientifique, quoi. Il ne faut pas aller à contre-courant de ce qui est établi. C'est comme si maintenant on viendrait plaider que la Terre est plate, quoi. Oui, mais il y en a qui le disent. Hein. L'heure de recoller les morceaux en France, Emmanuel, ce sera avec quel colle, avec quel amidon, et comment faire, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, à la veille vraiment du mois d'août, on ne va pas recommencer à parler. Oui. Donc là, je pense qu'on a tellement commenté, tellement analysé. On laisse les gens avec tout ça. Oui. Bon, le grand résumé de tout ça, c'est que c'est le Capharnaüm, en vérité. Hein, le grand éclaircissement que souhaitait Emmanuel Macron, force est de constater qu'on n'a pas encore trouvé. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est, on se débat dans les difficultés d'organisation de la gouvernance du pays. Il y a les JO qui sont là maintenant. Il y a une période d'attente et puis il y a des choses qui vont venir pour pouvoir remettre un petit peu le pays en marche. Et puis il y a surtout le regard extérieur, c'est ça qui est intéressant, comment tout ça est observé par la presse étrangère, par la presse européenne. Et là, on se rend compte, quand on lit la presse internationale, à quel point, jusque-là, la France faisait figure
de point de stabilité dans le monde. Il y avait une attente reconnue, une légitimité de la France à incarner le point de stabilité. Si l'Europe tenait bon an mal an, c'est parce que la France jouait ce rôle-là et d'une certaine manière exonérait d'autres pays de devoir de stabilité parce qu'il y avait le pilier qui était là, avec Berlin, avec... Et bien ça, aujourd'hui, la presse européenne regarde la France en étant inquiète, en disant mais ce pilier, il est en train de vaciller, et donc ça jette un regard d'instabilité internationale du fait que la France peut, alors ça fait partie des hypothèses, mais qu'il y a un risque que la France aujourd'hui vacille dans son rôle de stabilité européenne notamment, et notamment par le poids des deux partis qui, donc le RN d'un côté, LFI de l'autre, qui, par leur influence, qui est aujourd'hui n'est pas forcément dans la dialectique européenne, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien ça donne du grain à moudre à cette vision qui est de dire la France est en train peut-être de prendre un chemin un peu différent. Et ça se rajoute à ce qui s'est passé récemment au Royaume-Uni, puisque les travaillistes l'ont emporté massivement. Donc il y a des bascules qui se font dans d'autres pays. Et voilà. Alors, la France n'a pas basculé, puisqu'il y a une espèce de drôle d'équilibre aujourd'hui qui n'est pas encore tranché par un cap. Mais quand même, donc voilà, c'est ce regard. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de constater à quel point on attend de la France qu'elle joue son rôle de stabilisateur par-delà ses propres contradictions. Ça va durer longtemps, jusqu'aux élections de 2027. Ah ben, Au présidentiel. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On est dans la plus grande incertitude. On est dans une très grande incertitude, et c'est ce degré d'incertitude qui met un peu en panique les observateurs internationaux, en vérité. Ça change notre quotidien, ça? Bien sûr, puisqu'il y a des urgences, il y a des décisions urgentes à prendre en France, notamment tout ce qui concerne le social, parce que, bon, on va en parler tout à l'heure, la montée de la pauvreté, et puis il y a des décisions européennes qui doivent être transcrites dans la loi française. Ben, si tu n'as pas un Parlement structuré qui adopte... Oui, je te ferai remarquer que même sans cette situation, il y a des directives qui ont pris des années avant d'être adoptées. Hein. Oui, mais il y en a... Enfin, ça fonctionne. Mais rassurons tout le monde, le petit De Gaulle, là, il a fait une constitution avec le petit Debré qui permet à ce pays de continuer tranquillement. Hein. On peut rester des années là. Sans que le pays ne s'effondre. Le pays va tenir. Et le fonctionnement. Alors, beaucoup d'hommes politiques veulent détruire le fameux millefeuille administratif. Heureusement qu'il y a un millefeuille. Hein. C'est parce qu'il y a un millefeuille que chaque couche est protégée par la précédente. Et qu'au niveau territorial, la mairie, par exemple, fonctionne. Et on doit le rappeler. Le millefeuille administratif protège le citoyen. Oui, parce qu'il n'y a pas une décision unique, unilatérale. Mais ça vaut pour tous les pays développés. Non. Il y a des pays où le fait que la superstructure ne fonctionne pas, ça bloque tout. Le pays le plus parfait à la matière, c'est l'Italie. Oui. L'Italie, il y a des désastres financiers dans les communes parce que l'État italien fonctionne mal. Ça n'arrivera jamais en Allemagne parce qu'il y a du fédéralisme, que chacun a son... Ni aux États-Unis d'ailleurs. Il y a un autre phénomène qu'avait évoqué d'ailleurs Daniel dans une émission précédente, c'est de dire que là, en fait, il s'est passé en un mois ce qui aurait dû se passer en 3 ans. Donc il y a une espèce d'accélération des mouvements politiques et donc des pensées politiques et probablement de la culture populaire politique. Je pense qu'on s'est mûri collectivement de la chose politique dans les 2 mois qui viennent de passer de manière complètement incroyable. Tu parles de l'acquisition des notions de parlementarisme, par exemple. On n'a jamais autant parlé de la Constitution que maintenant. Oui, c'est ça. Oui. Tout ce qui se passe là, en réalité, c'est du nouveau, mais en même temps, dans le cadre d'une Constitution qui est adaptée à... Et qui est robuste. Il faudra rendre hommage à Emmanuel Macron au bout d'un moment. Non, mais c'est vrai. Ce type a décidé qu'il allait magnifier la Constitution de 1958. Pendant que tu as la parole, on est déjà, parce que tu es un sondeur de métier, professionnellement, tu fais des sondages. Parle-nous du premier sondage réalisé
après le second tour des législatives. Oui. Tout de suite après, il y a déjà, vous les sondeurs, vous êtes déjà qui Mais c'est moi, qui est en tête. par exemple, là, moi, je fais des sondages sur la prochaine élection à la CTM. Parce que, alors, allons expliquer quand même aux gens pourquoi on fait ça. Ouais. Déjà, on fait ça parce qu'il y a des gens qui demandent ça. On ne fait pas ça D'accord, comme ça parce que c'est ça un travail. coûte horriblement cher. Bon. Il y a des gens qui disent, comme on a le temps avant une prochaine élection, de se préparer, allons savoir ce qui nous attend potentiellement de manière à investir sur les bons chevaux. Ouais. Donc c'est là qu'on commence à appeler les gens en leur disant, tu sais, ça va être difficile, on imagine pour toi d'autres solutions que d'être leader, etc., etc. Donc les écuries, on prépare les chevaux pour la course. Oui. Donc on teste la Voilà, et nous on teste la capacité. Alors ça peut changer, hein, évidemment, parce que bon, vous vous rappelez qu'on n'avait jamais mis François Hollande dans les tables, on dit non, dans l'écurie pour être président. Les tables, elle était pas mauvaise. Et il était à 6, entre 6 et 8%. Et puis il y a eu l'épisode avec Strauss-Kahn, et c'était Strauss-Kahn qui allait gagner, hein, il allait gagner. Donc on l'a viré, on a mis Flamby, et Flamby a gagné. Bon, eh ben là on fait la même chose. Alors là, je ne suis pas à l'origine de celui-là, oui, mais... Là c'est Harris Interactive Toluna. Voilà, Harris c'est un institut d'origine américaine, et qui teste des personnalités pour la présidentielle. D'ailleurs, c'est dans pas longtemps, hein, c'est en 2027. Dans 3 ans. Enfin, dans 3 ans. 2024 est fini, donc dans 2 ans. Puisqu'il n'y aura que 2025 et 2026 pour faire la campagne. Parce que c'est prévu en mars 2027. Voilà. Donc, et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que tu peux secouer les gens dans tous les sens au niveau d'une élection, tu peux retrouver exactement le contraire à une autre élection. C'est-à-dire en clair que ce qui vaut pour une législative ne vaut pas pour une présidentielle. Et inversement, et ce qui vaut pour une municipale ne vaut pas pour une législative, etc. Il faut que ça rentre dans la tête des gens. Chaque élection est particulière. Il y a 2 élections qui sont, je dirais, incrustées l'une dans l'autre, c'est présidentielle suivie de législative. Très souvent, mais vous avez vu qu'il y a eu une exception, très souvent, la majorité du président se forme autour d'une majorité aux législatives. Mais parlons de la présidentielle. Alors, il y a 2 individus qui mènent la danse. Ils sont tous les 2 issus du bloc du centre. Donc, Édouard Philippe d'un côté et le petit Attal. Il y a des gens qui ne parient pas beaucoup sur Attal. Tu dis ça, Marine Le Pen? Attends, non. Il y a tu parles du centre d'abord. Oui. Parce qu'ils sont issus de la même famille. La même matrice. Oui. Et ce qui va être spectaculaire là, à observer, c'est la guerre entre les 2. Alors, qui va être chopé en train d'avoir acheté des manteaux de vison ou d'avoir utilisé sa femme comme assistante parlementaire, on verra. Mais ça va se jouer comme ça. Hein. C'est ce genre de scandale qui élimine l'un au profit de l'autre. Bien évidemment, en face, il y a Marine. Alors, je trouve cet institut particulièrement politiquement correct parce qu'ils auraient dû tester plusieurs figures de l'extrême droite. Okay? Parce que Bardella va probablement œuvrer à la destruction de Marine Le Pen. Et il est déjà en train de le faire. Okay? Et puis, du côté de la gauche, il y a la montée d'un personnage qui d'ailleurs a eu des résultats extrêmement positifs aux élections européennes, c'est Raphaël Glucksmann. Okay? Dont la femme est quand même Léa Salamé, un personnage médiatique extrêmement écouté. Et je ne crois pas que elle soit totalement étrangère à la montée de son mari. Je pense qu'elle le fabrique. Bon, c'est une opinion personnelle, mais je pense qu'elle le fabrique. Et on voit le changement entre Glucksmann tout seul et Glucksmann, ça va te faire sourire, et Glucksmann coaché par Léa Salamé. Mais derrière tout grand homme, il y a une épouse. Ben là, c'était devant le grand homme. C'était pas derrière, c'était devant le grand homme. Et puis, l'éternel Mélenchon qui est présent, hein, mais qui va probablement... Les grandes tendances indiquent très clairement que 4 fois, ça fait un peu beaucoup, et Glucksmann devrait... l'évincer. Il le talonne. Ouais, il le talonne, mais
on est très loin de l'échéance. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'on est dans un renouvellement générationnel. Oui, parce que tu peux avoir Attal, Bardella, Glucksmann. Un renouvellement générationnel qui dénote, et ça je passe mon temps à le dire aux hommes politiques, en fait, qui illustre bien que le changement générationnel touche d'abord les lecteurs. En Martinique, par exemple, il y a 3000 nouveaux électeurs chaque année. Donc en 10 ans, il y en a 30 000. Et quand vous avez 30 000 personnes, 10% de l'électorat, et que vous avez des taux d'abstention qui sont de 70%, les 30 000, c'est plus sur 100% qu'il faut les faire. Les 30 000, c'est sur les 30% de gens qui vont voter. Et 30% de gens qui vont voter, ça fait 90 000 personnes. 30 000 sur 90 000 personnes, c'est énorme. Donc en fait, les types, ils font des schémas sur le vote de la dernière fois, alors qu'entre-temps, par exemple sur 6 ans, il y a 18 000 nouveaux électeurs qui sont arrivés. Par exemple, les gens qui travaillent sur des schémas de la CTM là, ils se disent, ben, voilà comment ça s'est passé en 2021. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. OK, ça fait 7 ans. 7 fois 3, 21. 21 000 nouveaux électeurs. C'est qui? Qu'est-ce qu'ils pensent? Quelles sont leurs passions, etc. Ils s'en foutent. Nous, on s'en fout pas. On leur demande. Et c'est là qu'on voit le décalage. Donc, un type comme Glucksmann correspond aux nouvelles générations d'électeurs. Bardella également et Attal également. Et tous les autres là qui l'on voit, qui quasiment en une de la presse, souvent les Vauquiez, les Tondelier, tout ça, ça compte pas. Tu sais, c'est en lien avec ce que je viens de dire. La construction d'une candidature au présidentiel, aujourd'hui, de plus en plus, en raison de l'obsolescence des partis politiques traditionnels, naît dans l'opinion et pas dans les arrière-cours des partis politiques. C'est ça qu'il faut retenir maintenant. Très bien. J'ai trouvé un papier excellent, très bien écrit. Je vais confier à Christian le soin d'en dire le contenu. Et pourquoi il faut en finir avec le fameux message des Français. C'est-à-dire que les politiques, chaque fois, ils ont entendu le message des Français. Il y a un message des Français. Et pas à bouteille. Développe. Oui, effectivement, papier original. Donc, je vais essayer de segmenter en 3 aspects. Déjà, sa question de message. Alors, effectivement, on entend beaucoup de journalistes ou encore des hommes politiques qui disent il y a le message qu'on a donné au gouvernement. Le message, le message. Alors, finalement, le journaliste, en réalité, il dit bon, arrêtons avec cette manière de singulariser un message. En réalité, il y a des messages. Voilà. Et effectivement, il fait comprendre que le média en lui-même, on va un peu parler tout à l'heure parce qu'on va parler de Marshall McLuhan qui disait effectivement comment le média, à la limite, le médium devient plus important que le message. C'est le médium qui fait le message. Et en fait, notre journaliste, il stipule, bien évidemment, il prend des exemples concrets, il dit dans l'isoloir, chacun donne son message. Il a dit, gilet jaune, moi t'es gilet jaune. Donc tu vois, je vote contre. Il a dit, mon fils est mort du Covid. Enfin, tu vois, ou bien il n'y avait pas assez d'infirmières. Celui-là dit, je suis contre la guerre en Ukraine, alors que Macron était prêt à donner des armes. Enfin, vous voyez tout le problème. Etc. Donc, si vous voulez, chacun exprime en réalité son ressenti, son idéologie, sa manière de penser, quoi. Donc, il faut effectivement lutter contre cette idée qu'il y a une espèce d'unicité du message. Il faut arriver à décoder les messages et non, si vous voulez, imposer comme s'il y avait un message unique pour une réalité unique. Voilà. Alors, un autre aspect, si vous voulez, qui est évoqué dans ce papier, c'est pourquoi les sondages se sont-ils trompés? Il dit, toi, tu es bien entre les deux tours, effectivement. Moi, si vous voulez, je n'ai pas vraiment bien vu dans les propos de journalistes les raisons, mais enfin, on peut peut-être les partager. Il y a eu, premièrement, une élection par circonscription. Ce n'était pas une élection, si vous voulez, générale. Donc, tu le disais la dernière fois, chacun, en fonction de son député, sa sympathie, sa affectif. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un premier élément. Et deuxièmement, parce qu'il y a eu un front républicain, parce qu'on ne l'avait pas imaginé non plus, l'impact de ce front républicain. On peut dire aussi, peut-être parce que aussi les Français n'ont pas voulu passer à l'extrême droite, qui est l'équivalent de ce qu'on appelait le fascisme. Vous voyez, alors est-ce qu'une société aussi libérale, aussi diversifiée que la France peut choisir effectivement une orientation aussi sectaire?
Et puis aussi, on l'a vu aussi parce que le RN a eu du mal à communiquer. On a vu effectivement que entre les deux tours, ils ont été un petit peu renfloués sur un certain nombre de choses qu'ils disaient, leur programme et tout. On a vu comment Bardella a eu du mal à expliciter un certain nombre de choses. Donc voilà. Et puis le troisième sujet, le journaliste, il dit « Pourquoi mépriser les électeurs du FN est un vilain défaut ?» En réalité, il y a des messages qu'on doit prendre en considération. Donc, et puis il rappelle aussi que le RN est arrivé 4 fois au deuxième tour. Vous vous rappelez, hein? Déjà avec Le Pen, avec Chirac, Le Pen-Chirac. Il y a eu Hollande qui a été confronté à Mme Le Pen aussi, et 2 fois Macron. Donc c'est vrai que pour revenir au message, ça c'est peut-être un message aussi à considérer. Donc voilà. Très bien. Vous avez quelque chose à dire là-dessus? Oui, oui. La notion de message, message des Français. J'ai entendu votre message. Oui, les législatives, c'était 577 élections. Donc il faut rééclater tout ça. Et c'est vrai que quand on est dans l'isoloir, c'est soit avec son bulletin de vote. Ouais. Et c'est vrai qu'on a tendance à faire des généralités. En réalité, ça reste des approches très individualisées. Hein, donc c'est assez faux de trop globaliser les choses. Je ne partage pas. Je pense qu'il y a eu... l'éclatement ne joue pas, à mon avis. C'est vrai qu'on peut faire une analyse en disant il y a 577 élections. C'est pas vrai. Je ne crois pas. Si vous analysez les choses, il y a des gens qui se sont dit je ne veux pas que le RN ait la majorité absolue. Au second tour. Au second tour. Je parle du second tour. Au premier tour. Au premier tour. Mais au premier tour, c'est 30% des voix. Hein. En fait, 33%. Ce qui s'est passé aux européennes. Il n'y a pas eu d'explosion. Parce que, heureusement d'ailleurs, il y aurait eu 45 ou 50%, les mecs, ils auraient eu la majorité absolue dès le premier tour. Donc, il y a une prise de conscience qui va au-delà des messages politiques. Cette prise de conscience, c'est la très grande majorité des Français, on va dire 70% des Français, veulent continuer à vivre dans une société libre. Parce que ce qu'on leur propose n'est pas une société libre, c'est tout. Et je crois que le message, il est là. Ensuite, vous vous débrouillez, les types. Débrouillez-vous avec les résultats, mais nous avons obtenu quelque chose, c'est que le RN n'aura pas le pouvoir, c'est tout. Et je pense qu'il y a forcément des messages, mais quand on arrive à des choses qui sont essentielles, il y en a un. Et c'est très dichotomique, c'est oui-non. Vous voulez le RN ou pas? C'est la question qui a été posée aux Français dans les législatives. C'est ça qui est intéressant. Maintenant, le risque, c'est que cette question vienne se poser avec une relativité particulière au présidentiel. Voilà. Je voulais... Nous avons analysé la semaine passée le fait que c'est un mécanisme constitutionnel, institutionnel, le désistement. Daniel a bien expliqué qu'il n'y a pas de barrage, il n'y a pas d'entrave à la démocratie, il n'y a pas de coup fourré, parce que ça fait partie souvent du jeu. Elle a pris l'exemple des États-Unis où les représentants parfois, elle a pris l'exemple de l'élection du dernier élu avec moins de voix que son opposant. Ouais, ça veut dire que c'est le jeu. Mais est-ce que ce mécanisme correspond réellement est-ce que le message qui résulte du jeu de ces règles, de cette mécanique électorale, ça correspond réellement à l'opinion? Parce que quand tu as 10 millions de Français qui pensent qu'ils veulent... On ne peut pas dire que le deuxième tour exprime effectivement, comme tu dis, qu'on ne veut pas que la France, qu'il y a un message à retenir, qu'il y a quand même un message qui est que les Français ne veulent pas du Front National. C'est pas si évident. Si les Français, au-delà du jeu, des retraits. Mais si les Français voulaient le Front National, non, au deuxième tour, ils avaient le choix de voter, puisque dans une majorité de circonscriptions, il y avait un candidat RN. Il y a eu très peu d'affrontements, j'allais dire, des partis traditionnels entre eux. La majorité des affrontements, c'était RN contre quelqu'un. Et de manière systématique, en tout cas très majoritaire, ils ont choisi le quelqu'un. Donc le message est très clair. S'ils voulaient du RN, ils auraient voté
pour le RN. Bon, ce sens, Oui, et au présidentiel, il dit à raison de dire que là, parce qu'effectivement, là, c'est des voix, et donc Il n'y a pas de effectivement, retrait, là. effectivement, c'est des voix, et la question va se poser différemment. C'est ce que je dis. La réponse donc, à cette problématique qu'on a soulevée aujourd'hui, nous sommes, nous sommes le 26 juillet, je ne trompe pas de date, ça Daniel, tu auras dans les yeux pour dire ça. Cette réponse nous sera donnée. Le 19. Oui. Mais peu importe. Non, Mais n'oublie pas, j'ai prononcé le mot relativiser. Si les médias, les partis politiques et le RN relativisent l'importance de l'élection présidentielle, il se peut très bien que des Français disent, bon, de toute façon, on vote Marine au présidentiel, mais on ne lui donne pas le pouvoir au législatif. Ça peut arriver, ça. Ça peut arriver. Ah, Ça peut attention. arriver. Le racisme s'exprime désormais comme une opinion et non plus comme un délit. C'est notre, j'allais pas dire notre juriste de service, qui appelle juriste. Tout le monde est juriste. C'est Daniel qui va nous parler de cette question, qui a évolué dans le temps et nous en sommes rendus à une situation qui n'est pas piquée des vers, pour employer une formule facile. Oui, alors en fait, c'est un entretien qui a eu lieu au Nouvel Observateur, avec le Nouvel Observateur qui a un entretien avec quelqu'un qui s'appelle Jamal Attala, et qui est intéressant parce qu'il y a 40 ans, c'est quelqu'un, il n'avait que 19 ans à l'époque, il a participé à une marche pour l'égalité et contre le racisme. Vous voyez la pancarte à l'écran. Oui. Et c'est une marche qui était dans tout le territoire hexagonal. Hein. Ça avait rassemblé beaucoup de monde parce que c'était à 83, c'était à une époque où pour la première fois, il y avait eu un député d'extrême droite qui avait été élu à Dreux, c'était Jean-Marie Le Pen. Et donc les exemples de racisme étaient nombreux et ils étaient très violents. Donc cette marche avait rassemblé beaucoup de monde. Et il fait le parallèle avec ce qui se passe maintenant, où il dit que si les actes de racisme sont moins violents, mais ils sont plus dilués et ils sont plus repris par une majorité de la population. Et il dit qu'il en veut beaucoup aux intellectuels, qu'ils soient de droite ou de gauche, aux politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, parce qu'en fait, ils ont repris dans leur discours le discours d'exclusion contre les immigrés et contre les étrangers, que ça n'a plus été que la gauche, ils disent, a abandonné le terrain de la lutte contre le racisme. Ce qui fait que maintenant, de façon, je dirais, complètement décontractée, des personnes peuvent avoir des expressions racistes. On n'a qu'à voir aux dernières élections législatives le nombre de candidats du Rassemblement national qui ont eu des expressions racistes ouvertes. Alors, le Rassemblement national a dit certains, ce sont des brebis galeuses. Il y en a un même, on lui a dit tu ne vas pas t'inscrire dans le groupe, mais il est élu député. Alors, comme s'il ne va pas voter pour son parti, même s'il est au non-inscrit. Donc, en fait, la question qu'il pose, et qui me paraît comme peut-être une question qui est importante parce qu'on a trop tendance à la banaliser, la libération de la parole, qui révèle en fait le sentiment profond des gens, qui est un sentiment anti-étranger, anti-émigré. Quelquefois ça a été anti-noir, mais lui il dit que c'est plus anti-musulman à l'heure actuelle. Le focus est... Okay. Et donc il dit que c'est un marqueur de la société à l'heure actuelle, le fait qu'une plus grande partie de la population est imbibée de ces discours qui sont des discours racistes. Comment imaginer qu'une communauté qui vit dans un pays, de gens qui parlent français, qui peut-être ne parlent même pas arabe, qui ne pratiquent pas, qui ne connaissent pas le Coran, parce que ça ne les intéresse pas, qui sont peut-être laïcs, se sentent en permanence bougnolisés, discriminés, méprisés, et que ça n'est pas comment on ne peut pas comprendre que ça a un impact sur la globalité de la société, sur l'esprit général de la société, sur le niveau philosophique, spirituel des gens. Eddy ? Je voulais juste vous recommander de lire ou de relire, ça c'est, Daniel va le relire pour la xème fois, Race et histoire de Claude Lévi-Strauss. Vous lisez ça et vous comprendrez. Tout. Parce que, effectivement, on stigmatise les peuples occidentaux blancs, ok ? Mais dans Race et histoire, Claude Lévi-Strauss indique très clairement que cet art est universel. Et
les Indiens qui voient les Espagnols arriver, ils en prennent un, ils trouvent horrible cette nouvelle race, ils la plongent dans l'eau pour voir si elle tient longtemps, si c'est un humain, parce qu'ils considèrent que ce n'est pas des humains. Le traitement, et en fait, l'idée c'est quoi? C'est chaque être humain considère que l'autre est un danger. Et ce qui est terrible, mais il faut qu'on ait un regard qui soit universel. Et en même temps, c'est vrai, quand le monde était très segmenté, très compartimenté, mais maintenant, où le monde, je veux dire, on dit tout le monde est au courant, le fait de considérer que l'autre est un danger, en fait, c'est un appauvrissement. Oui, mais je pense que on revient aussi par notamment les pensées un peu communautaristes, et ça, on l'a déjà dit 10 000 fois sur ce plateau, mais c'est l'accélération de ces pensées radicales qui cherchent à se remettre chacun dans un camp. Et ça, c'est un peu la culture identitariste. Il faut bien le dire, il faut mettre un nom sur les choses, qui finalement refabrique ce risque de s'identifier contre l'autre. Et donc tu parlais de la recherche de l'universel. C'est une quête qui est permanente, qui est compliquée, qui est exigeante, mais elle se fait à un moment donné contre les logiques communautaristes et identitaristes, à mon sens, qui aujourd'hui sont très prégnantes. On ne va pas engager un débat, vous savez que je déteste ces débats où on se lance des arguments. Enfin, quand tu es né à Bagneux, quand tu es né à Vitry, quand tu es né à Choisy-le-Roi, que tu as pratiqué l'école laïque et républicaine, que tu as eu des diplômes, que tu as eu même des mentions, et puis que tu as un plafond de verre qui est lié à ta pigmentation ou bien à ton prénom arabe, qu'est-ce que tu peux faire d'autre que de te tourner vers ta communauté et puis d'être communautariste? Quel choix tu as quand tu as une société où tu habites pas l'arrondissement qu'il faut, tu n'habites pas la ville qu'il faut, tu n'as pas le look qu'il faut, la couleur qu'il faut, oui, tu es discriminé. Mais c'est bien gentil cette théorie de communautarisme. Mais tu as acculé au communautarisme. Mais justement, on ne va pas faire des débats comme ailleurs. J'adore. Jingle. De la même façon que je ne comprends pas très bien que parce que tu es issu à 20 générations de gens que l'on dit avoir été issus de colons, etc., que tu auras ces gens-là comme si ce sont des pestiférés, alors que ce sont des gens qui mangent comme toi, qui réfléchissent comme toi, qui pensent comme toi. Je vais parler de la communauté ici, qu'on appelle la communauté béquée. C'est inadmissible qu'il y ait ce genre de discrimination dans l'autre sens, mais que tu as un problème avec un métropolitain. C'est volontaire, l'emploi de métropole. C'est pas inadmissible. Et que tu lui fous de sale blanc dans sa gueule parce qu'il t'a pris une priorité haute. Mais c'est inadmissible, ces comportements. Pauvreté, inflation et privation, c'est dit. Oui. Alors ça, c'est un sujet qui est universel, mais qui est inacceptable dans des sociétés où les 500 premières personnes riches en France cumulent 1200 milliards d'euros. Bon. On en arrive à des choix qui sont terribles. C'est soit on se chauffe en France, soit on mange. Ouais. C'est terrible, ça. Ouais. Le taux de pauvreté explose. Et alors, j'ai une autre lecture de l'étude INSEE, rappelons-le, qui vient de sortir sur l'évolution de la pauvreté en France, et qui indique que cette montée de la pauvreté est tellement insidieuse que les gens doivent faire des choix. Alors, chez nous, c'est pour ça que je voulais faire le parallèle. Chez nous, les gens n'ont pas le choix. Je veux dire, c'est 2 degrés de pauvreté, en fait. Tu as une pauvreté où tu as le choix entre, je viens de l'indiquer, te chauffer ou manger des protéines, on va dire ça comme ça. Chez nous, le niveau de pauvreté dans le quart de la population qui vit dans un état de précarité intense, je ne parle même pas des gens qui sont sous le seuil de pauvreté. Alors, j'aimerais quand même rappeler quelque chose. Tous ces chiffres, on s'en satisfait, parce que ça nous donne quand même des indicateurs, mais on les oublie très rapidement. Oui. Et ce qui est terrible, c'est que sans ces chiffres, la pauvreté ne serait pas lisible. Mais en utilisant les chiffres, on peut la rendre encore moins lisible. C'est ça qui est terrible. L'exemple le plus parfait, c'est que l'INSEE avait décidé qu'il y avait 2 seuils de pauvreté. Il y avait un seuil de pauvreté
métropolitain Et puis un local. et un local. Alors, il y a des députés, donc vive les députés, qui ont fait remarquer à l'INSEE national qu'il n'y avait pas deux Français. Il y avait les mêmes Français. C'est tout récemment que ça a été supprimé. Ça a été, c'est 2018. Ouais. Donc, en clair, en augmentant le seuil où on décide que quelqu'un est pauvre, eh ben, on a augmenté le nombre de pauvres. Bien sûr. Voilà. Et là, un certain nombre de gens ont pris conscience que ça ne pouvait pas être possible qu'il y ait autant de pauvres en Martinique. D'ailleurs, quand l'INSEE a publié ça pour la première fois, il y a des gens qui ont dit « ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de misère dans ce pays. Ouais. » Eh ben non. Donc, ce qui est intéressant, c'est le lien entre ce qui se passe au niveau national et ce qui se passe au niveau local. C'est ça. Donne-nous une image. Alors, au niveau de la France, c'est le choix entre se chauffer ou manger. J'ai des protéines. Ici en Martinique, le choix, c'est... Tu vas me trouver méchant. Nous n'avons pas le choix. Par exemple, nous ne pouvons pas bouger. Toi, tu aurais pu dire, bon, je suis pauvre, donc je choisis entre manger et acheter de quoi me transporter, c'est-à-dire prendre des transports en commun ou éventuellement acheter une moto chinoise à 3 000 ou 4 000 euros, tu vois, mettre un petit casque et puis... Mais non. Là, c'est pas ni soit ça, c'est ça. Celle bail ou peut faire, c'est manger. Et encore, et encore. Donc en fait, la pauvreté en Martinique, elle est identifiable à l'absence d'alternatives. Tu vois, en France, c'est le rétrécissement des alternatives. Ici, c'est l'absence d'alternatives. En clair, tu habites le Marigot et tu gagnes 600 € par mois, tu ne vas nulle part. Et tu ne vis que si la petite boutique du coin te fait un peu crédit. Parce que si tu te contentes de payer, enfin, si tu n'as la possibilité que de manger en payant cash ce que tu achètes, tu ne vis pas. C'est ça que je voulais souligner. Alors, c'est intéressant ça, mais ça permet de dire, intéressons-nous d'abord à notre situation, comparons-la effectivement à la situation hexagonale, où je me laisse dire que tous les signes d'une augmentation massive de la précarité sont là et nous ne les disons pas. Donc, merci beaucoup d'avoir choisi ce sujet-là, mais même si je renverse un peu l'analyse, et je vais vous donner un autre signe qui est terrible. Le budget de la collectivité territoriale passe de 1,6 milliard à 1,4 milliard. Quand tu enlèves 200 millions d'euros sur un budget de cette nature-là, tu impactes d'abord le social. Forcément. Le social et le culturel. Oui, n'oublions pas le culturel. Ouais. Mais tu imagines bien qu'entre manger et aller faire du belay, déjà, il ne peut même pas bouger. Donc, c'est pour ça que je parle d'abord du social. Et surtout, ce qui est intéressant entre guillemets, bien évidemment, c'est que ça impacte aussi l'investissement. Et on sait très bien que quand on investit surtout sur le futur. On recule. Quand on n'investit pas, on recule. Et on recule en particulier sur les conséquences directes sur l'emploi. Et ici, on sait très bien que la pauvreté est liée à l'absence d'emploi. C'est ça qui est terrible. Oui. Et donc, il y a toute une série de signes qui indiquent que la paupérisation de la population martiniquaise est en train d'exploser. Et un autre signe qui n'a strictement rien à voir, quand le patron de la gendarmerie dit « Je suis parfaitement conscient qu'il y a de l'immigration clandestine dans le Nord Caraïbe et viennent s'adjoindre à cette immigration le trafic de drogue et le trafic d'êtres humains », eh ben, nous avons décidé de faire un effort et j'achète un bateau d'occasion pour contrôler les trucs. Tu te dis, non seulement la paupérisation attaque la population, mais les superstructures. Tu vois, le discours, il est global. Et tu te dis, mais à quoi va-t-on aboutir? Et on sait à quoi on aboutit quand ça continue, ça. C'est bien évidemment l'insécurité et la violence et la remise en cause de la démocratie au quotidien. Comment se fait-il que cette population-là ne perd pas quand même sa joie de vivre, ses marqueurs identitaires, culturels? 3 choses. La famille,
la famille ici, les associations et la religion. Si cette société-là n'était pas traversée par tout ça, ce sont des superstructures, hein, ça. La famille, c'est une superstructure. Il y a une dame hier qui me disait, mais j'ai organisé, bon, on n'est pas dans le même niveau de revenus, mais c'est intéressant, ce sont des Martiniquais. Toute ma famille voulait aller en Inde. J'ai organisé un voyage en Inde, on était 26. Et toi, les enfants, les petits-enfants, les mamies, comment on peut imaginer un truc super structuré? Et il n'y a pas un qui a dit non, etc. C'est les Antillais qui sont capables de faire ça. Quand ils voyagent, par exemple, sur les bateaux de croisière, tu as toute la fratrie là. Est-ce que tu vois sérieusement un Lillois avec 25 personnes? Voilà. Emmanuel, parce qu'il est tarissable si je n'arrête pas. Non, Parle-nous de la résurgence de la question de la dette haïtienne. Oui, alors c'est un sujet, ça fait partie de ces grands sujets qui méritent d'être mis sur la table et d'être abordés avec franchise, honnêteté, et donc en cela... Il doit se faire des potes chaque fois qu'il met des sujets, ce genre de sujet. Non, mais lui, tu parles d'Emmanuel. Lui. Non, mais c'est un sujet qui m'a été imposé par Gérard. Moi, Même pas proposé. moi, je ne fais qu'obéir, je suis très obéissant. Je reconnais que j'ai un côté un petit peu tortionnaire et je vois jusqu'à quel point j'ai arrivé son intelligence, son QI lui permet de me couillonner. C'est moi le couillon de la farce, c'est moi. Allez, vas-y. Allez, ça au sérieux, on fait une émission. C'est une situation qui est fondée sur des faits. Donc c'est important de rappeler aussi l'histoire, parce que la dette, c'est quoi? C'est 1804, Haïti devient indépendante. De 1804 à 1825, il y a une période où l'indépendance n'est pas reconnue par la France. Et ce n'est qu'en 1825, avec Charles X, si j'ai bonne mémoire, qui accepte de reconnaître l'indépendance à condition que Haïti verse un écho. Voilà. Combien Alors, c'est 90 millions de francs or à l'époque. C'était au départ 120 millions qui a été ramené à 90 millions, qui est une somme, je ne sais pas calculer aussi loin, c'est une somme très très importante, qui est massive. 25 milliards d'euros. Bon. Et Haïti a remboursé la dette. À l'heure où on parle, la dette est remboursée. Il lui a fallu 110 ans pour pouvoir rembourser cette dette. Elle a dû être remboursée en 1900... Jusqu'en 50. Oui, c'est ça, dans les années 50 à peu près. Donc la dette est soldée à l'heure où on parle, mais 110 ans de versement de cette somme sur les budgets annuels, c'est autant d'argent qui ne sont pas mis au service du développement, au service de la régénération de la société. Et donc, aujourd'hui, 80 ans après la fin du paiement de la dette, la situation d'Haïti est à mettre au débit de cette contrainte singulière qui s'était imposée au pays. Donc ça, c'est une réalité. La dette aujourd'hui, et là, plus personne ne peut contester le fait que cette dette énorme a pour conséquence de mettre Haïti dans l'état économique et social où se trouve le pays aujourd'hui. Même si, et ça on va rentrer peut-être dans les discussions un peu de correction de cet effet de la dette, même si les États internationaux et la France notamment depuis essaient de compenser très partiellement, mais il y a une réalité quand même de fonds d'aide qui aujourd'hui interviennent sur le plan humanitaire, notamment lors des grandes catastrophes. Je pense en particulier au fameux tremblement de terre où la France a réellement, là pour le coup, joué son rôle en apportant des aides. Il y a des fonds d'aide de développement économique, il y a des fonds d'aide culturels qui aujourd'hui sont activés, qui sont importants, hein, mais qui ne sont pas, à ce stade, on ne peut pas considérer que ça compense l'effet négatif de la dette. Mais le débat qui peut s'ouvrir maintenant, c'est comment intensifier ces instruments qui existent. Alors, pour compenser, je ne sais pas si on ira jusque-là, mais en tout cas, pour mettre la France et l'Europe, enfin la France en particulier, face à sa responsabilité vis-à-vis d'un peuple qui est en souffrance du fait d'une dette qui était quand même insupportable. Et là, aujourd'hui, les instruments existent, il suffit de les activer, de les intensifier, de continuer, peut-être de renforcer ce qui se pratique aujourd'hui.
Puisse la sagesse humaine t'écouter. Jingle. Libres de couleur, les affranchis et leurs descendants en terre d'esclavage. On est toujours dans la même mouvance conceptuelle. Mais ça, c'est quand même différent. C'est un peu différent parce que là, ce n'est pas une vision en noir et blanc. Oui. Parce que traditionnellement et pendant des décennies, il y avait d'un côté les esclaves noirs, de l'autre côté les maîtres blancs. Or, et c'est le mérite de cet ouvrage, c'est de montrer qu'il existe ce qu'on appelle les libres de couleur. Et il explique bien, alors c'est déjà du XIVe au XIXe siècle, hein, et ce qui est intéressant avec Frédéric Réjean, c'est que c'est une étude comparée, c'est-à-dire que ce sont les pays occidentaux qui ont pratiqué l'esclavage. Donc on parle de l'Espagne, du Portugal, de la Grande-Bretagne, de la France, Oui. des Provinces-Unies, du Danemark et de la Suède. Parce que c'est spécifique, les libres de couleur, c'est pas seulement une question de couleur, c'est une question de statut, c'est spécifique à ces sociétés-là. Et Frédéric Réjean est quelqu'un je dirais, de très qualifié pour pouvoir parler de cela, puisque c'est un historien qui enseigne, c'est lui qu'on voit, il est guadeloupéen, il est maître de conférences et directeur de recherche à la Panthéon-Sorbonne, à l'université Panthéon-Sorbonne. Il est également membre du conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et il a déjà écrit une dizaine de livres, d'ouvrages qui sont tous sur la société, la société antillaise. Et ça permet d'avoir un regard plus complexe de la réalité de nos sociétés. L'autre mérite de cet ouvrage, c'est qu'il est extrêmement documenté. Il y a des sources, il y a des notes, et on peut bien avoir les références. Et ça donc montre l'existence de cette population qui, selon les îles colonisées, a pu représenter quelquefois jusqu'à 30-40% de la population de la colonie. Donc c'est une population qui est importante. Et son livre, sur ces siècles, donc, se déroule dans ce qu'il appelle le temps des genèses, pour bien expliquer comment la société se met en place et comment ce phénomène-là se crée. Puis ensuite, il y a le temps des préjugés, parce que les préjugés racistes ne sont pas au départ. Ils sont construits après, ils nous viennent après. Et ensuite, la troisième étape, qui est le temps des révolutions, où l'on montre comment les libres de couleur, qui dans un temps se sont préoccupés de leur statut, ont finalement rejoint le statut des esclavisés. Et à la faveur de cet ouvrage, qui encore une fois est d'une richesse extraordinaire et qui permet de mieux comprendre les sociétés, il y a en même temps des portraits de certains hommes libres de couleur, donc comme livre de vacances. Je vous conseille fortement de lire le livre de Frédéric Réjean. Pour les paresseux, les fainéants, c'est un gros bouquin. Hein. Pas si gros que ça, pas si gros que ça. Ne les effraie pas. Regardez. Jingle, musique. Alors, chers amis, chers téléspectateurs, j'ai choisi aujourd'hui de vous faire un petit clin d'œil, de faire un clin d'œil au ballet de la Martinique. Ouais. Parce que les ballets, c'est quelque chose de très important. Et je voudrais vous dire la chose suivante. J'ai en mémoire Loulou Boislaville, qui un jour m'avait dit, Christian, c'est un préfet qui m'avait recommandé de faire les ballets pour les touristes. Ouais. Voilà, alors après on est parti, oui c'est du doudou, oui c'est ceci, cela, mais en réalité, à travers les vidéos que je vais vous montrer, je vais vous essayer de faire ressortir l'offre culturelle en milieu touristique. Aujourd'hui, c'est dans ce sens-là qu'il faut parler, c'est-à-dire voilà, sortir des complexes et puis être agissant. Donc on va faire un clin d'œil déjà au ballet martiniquais, je vais faire un clin d'œil à Suzon Sainte-Rose, qui a magnifiquement tenu ce ballet pendant des années et des années. Et on va voir une petite prestation qu'ils ont faite au Caraïou et l'accueil effectivement des touristes par rapport à cette prestation.
Donc, nous avons vu une première représentation. Alors, il faut savoir que les hôtels ont employé les ballets pendant très longtemps. Et il y a eu des sources de revenus pour de nombreux artistes. Qui étaient professionnels de ça. Les ballets martiniquais jouaient tous les soirs dans les hôtels, au Bacroix, au Caraïou, au Méridien, etc., etc. On n'a peut-être pas pris la mesure de cette réalité. Bon, il faut espérer qu'elle va se redynamiser. Je vais faire un clin d'œil également au ballet Pomme Cannelle de Jessie Alamelou qui parcourt le monde en portant l'identité, la voix de la Martinique. Et nous allons les découvrir également dans une prestation également dans un hôtel de Martinique. Couleurs, des gestes, beaucoup de chorégraphie. Un petit clin d'œil à Oniol, qui a été un Américain qui est venu ici et qui a chorégraphié les danses. D'ailleurs, il y a un champ d'exploitation à faire là aussi, pour que nous puissions avoir des chorégraphes pour encore mieux magnifier ce que nous avons à travers ça. Un clin d'œil également à Michel Filet, les ballets Fleurs Créoles. Un clin d'œil aussi au ballet exotique du Robert. Et puis à tous ceux qui font des ballets, c'est l'occasion pour nous de les encourager à persister et puis à faire en sorte que cette filière puisse aussi alimenter notre tourisme, en espérant que nous partageons avec nos élus et puis nos prescripteurs cette préoccupation. On va continuer avec un autre ambassadeur, Jean-Claude Nemo. Jean-Claude Nemo, extraordinaire, qui a, bon, bien évidemment, pianiste de Cassav de très longue date et puis qui est toujours dans le groupe Cassav, mais aussi qui a, j'ai envie de dire, révolutionné la mazurka. Et on va écouter Racheche, un texte de Wilfried Fontaine et une composition de Jean-Claude Nemo. Chagrin, qu'a fan ciel tête moins, mais là j'arrive, faudrait moins partir, pas désespérer, pas décourager, si vous plairez ou ça, j'ai moins peut même racher, ça des fois plus reine, gardez bateau, qui mène moins, l'autre côté l'homme, en te qu'elle dit ou des petits mots, tout reste, quand j'en serré, moi peux pas parler. Je vois que nous avez... c'est la belle mélodie, c'est joli, harmonisé de manière très qualitative, c'est vraiment joli. Et puis c'est immortel, hein, Alors, toujours, la semaine dernière, on parlait effectivement de l'affiliation, comment puiser sur Marius Cultier, comment nos artistes d'avant approvisionnent aujourd'hui. Et ce qu'on va revoir aussi, toujours avec Nemo, mais avec Kélia Paulin, qui est vraiment la jeune artiste qui monte. Et on va voir effectivement ce morceau Ever Doudou qui est composé par Jean-Claude Nemo que je vous invite à découvrir.
Écoutez, nous avons passé encore une fois un très bon moment. Je vous souhaite un bon mois d'août. Nous allons décider si nous faisons des apparitions ou pas. On va se concerter avec les cerveaux de l'équipe pour savoir si nous serons disponibles pour ne pas traiter d'actualité mais de sujets de fond. Un peu comme nous le faisons d'habitude, mais là on va oublier les élections, quel que soit ce qui puisse se passer. On laissera se débrouiller là-bas à l'occasion de leur session extraordinaire du mois d'août s'ils veulent continuer. Je vous demande d'être très indulgents avec nous si parfois nous allons un petit peu trop loin dans nos supputations, de nos analyses ou bien de nos emportements, que j'essaie de garder, moi le premier, de garder un certain calme dans la réflexion, dans l'analyse. Par contre, on m'a fait un reproche de ne pas traiter les chorales, en me disant peut-être que parce que les chorales sont toutes religieuses, que c'est pour ça que nous sommes des vieux laïcs républicains, et que c'est la raison pour laquelle on ne traite pas des chorales. Enfin, j'ai dit, mais non, Christian est un homme tolérant. Disons, c'est pas un reproche, c'est une suggestion. Une suggestion, voilà. À la semaine prochaine. Oh non, pas la semaine prochaine. À bientôt. À la prochaine émission.